Tout a été fait pour le contenter, pour autant jouera-t-il le jeu? C'est toute la question. Donald Trump est très attendu aujourd'hui, second jour du sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas. On l'a vu tout à l'heure aux côtés du secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte. Vous découvrez ces images alors que la séance plénière serait toujours en cours. On attend d'un instant à l'autre une prise de parole, peut-être un micro tendu du président français Emmanuel Macron. On attend donc également, je l'ai dit tout à l'heure, la rencontre entre le président américain Donald Trump et celui d'Ukraine Volodymyr Zelensky. Bruno, vous êtes toujours avec nous. Que va dire a priori Donald Trump au président ukrainien ? Ah bah ça, écoutez, je ne serai pas présent dans la pièce, hein, mais... Il faut un accord au plus vite ? Oui, très certainement, puisque Donald Trump a déjà laissé entendre que, évidemment, il avait fait un excellent travail sur le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, mais que lui avait fait un très bon travail, mais c'est aussi parce que les deux protagonistes, finalement, s'étaient montrés responsables, même s'il avait fallu qu'il leur fasse des remontrances pour qu'ils respectent très vite le cessez-le-feu. Et donc, nul doute que lors de cette rencontre imminente avec Volodymyr Zelensky, le président Trump va lui dire... Ah, écoutez, cher Volodymyr, il faudrait aussi que vous fassiez en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu avec la Russie. Alors le message sera peut-être adressé par d'autres voix également à Moscou, mais pour le moment, effectivement, Donald Trump, qui on s'en souvient avait promis de régler très rapidement le problème entre la Russie et l'Ukraine, qui effectivement se présente en faiseur de paix, n'a pas obtenu ce cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, et encore moins un accord en bonne et due forme entre les deux pays, parce que les positions des deux protagonistes sont effectivement très éloignées pour l'instant. Donc on ne voit pas vraiment comment pourrait surgir rapidement, en tout cas, un compromis entre Moscou et Kiev. Du côté de Volodymyr Zelensky, ce dernier va à nouveau demander de l'aide au président américain. Il faut rappeler que depuis son élection, Donald Trump n'a pas débloqué de nouvelle aide supplémentaire. Donc, pour l'instant, l'armée ukrainienne vit, si vous me passez l'expression, vit en quelque sorte sur l'aide qui avait été débloquée par Joe Biden en décembre dernier. Évidemment, Volodymyr Zelensky aimerait obtenir une aide supplémentaire de la part des États-Unis, mais ça va être un des sujets de discussion, mais là, rien n'est moins sûr. Et puis, plus globalement, je pense qu'évidemment, les deux hommes s'entretiendront de ce sommet de l'OTAN, qui devrait afficher dans son communiqué final quand même une solidarité avec l'Ukraine. Alors après, il faudra voir quelle est la formulation exacte dans le communiqué final. Est-ce que la Russie est présentée comme l'agresseur ou comme une menace ? Ce serait une première indication. Est-ce que l'Ukraine peut jouir de la solidarité indéfectible de l'Ukraine ? Donc tout ce qu'on appelle en langage diplomatique le wording, hein, le fait que chaque mot, chaque virgule est étudié pour figurer dans le communiqué final, tout cela évidemment sera important à suivre pour voir quelle est à la fois l'attitude de l'OTAN et en particulier aussi des États-Unis vis-à-vis de ce conflit en Ukraine. Ce qui est sûr, c'est que le président américain, il arrive à La Haye, auréolé de ce succès militaire, ce cessez-le-feu entre Iran et Israël. On lui a déroulé le tapis rouge au président américain, même si on sait qu'il a souvent exprimé son mépris, notamment des Européens qui sont dans la pièce. Oui, alors c'est un peu ça qui est quelque peu malaisant, comme on dit aujourd'hui, d'une certaine manière, parce que effectivement, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, mais même auparavant, Donald Trump n'a jamais hésité à tacler les uns ou les autres parmi les dirigeants européens, à expliquer en fait que l'Europe n'était plus la priorité des États-Unis. Alors c'est pas lui qui a commencé, en fait ça s'est fait sous Barack Obama. Les Américains ont décentré leur focus stratégique du vieux continent européen vers la région Asie-Pacifique, parce que pour eux stratégiquement c'est plus important, et ça peut tout à fait se comprendre. C'est plutôt la manière dont le fait Donald Trump, pour montrer quand même, à la fois que les États-Unis sont les plus forts, les plus puissants, et que donc les Européens doivent absolument faire ce qu'ils veulent, et en particulier concernant l'OTAN, qu'ils doivent absolument passer aux 5% de PIB consacrés à la défense. C'est ce qui devrait figurer dans le communiqué final
On verra comment est traitée l'Espagne, parce que l'Espagne avait clairement fait savoir que cet objectif lui paraissait absolument inatteignable. L'Espagne est le mauvais élève de la classe en ce qui concerne les efforts de dépenses militaires. Avec la Belgique, d'ailleurs, ils sont autour de 1,3% du PIB, alors que des pays comme la France, par exemple l'Allemagne, sont juste au-dessus de 2%. Donc ça, c'était l'objectif fixé il y a 10 ans. Maintenant, l'objectif qui devrait figurer dans le communiqué final, c'est 2025 aujourd'hui, 2035 dans 10 ans, que tous les 32 membres de l'OTAN soient à 5% de PIB consacrés à l'effort de défense. C'est un saut absolument gigantesque en termes financiers. On parle quand même de centaines de milliards de dollars ou d'euros. Il devrait être acté aussi que ces 5% seraient divisés entre un effort de défense pur à hauteur de 3,5% et un effort de dépenses indirectement liées aux questions de sécurité à 1,5% du PIB pour renforcer les investissements concernant la cybersécurité, notamment l'aménagement des oléoducs, des routes et ponts pour permettre le passage de véhicules militarisés, par exemple. Voilà, on verra ce qu'il y a dans le communiqué final, mais clairement, cet objectif de 5%, c'était une des conditions de Trump. Donc oui, pour revenir à votre question, on lui a déroulé le tapis rouge. Là, il avait l'air content, conciliant, auréolé effectivement de son succès concernant le cessez-le-feu Israël-Iran. Là, s'il obtient effectivement l'engagement sur les 5%, il a tout lieu d'être satisfait. En plus, on a fait en sorte que le sommet ne dure pas trop longtemps, parce que Donald Trump n'est pas très fan, on va dire, de ces réunions multilatérales qui s'éternisent. La séance plénière de ce matin, qui devait durer 3 heures, a été réduite à 2 heures. Donc normalement, tout devrait bien se passer pour Donald Trump, en tout cas. Quant à l'OTAN, c'est à la fois un signal envoyé par les Américains, mais c'est aussi pour les membres européens de l'OTAN, le fait qu'il n'est peut-être pas, et sans doute pas une mauvaise chose à moyen et long terme, qu'ils vont de plus en plus assumer leur propre défense, avec quand même, Florent, la grande question, c'est où achète-t-on l'armement ? Parce que pour le moment, sur les pays européens, je crois que 2/3 des armes sont achetées où, devinez, eh bien aux États-Unis. Notre invité nous disait tout à l'heure 78%. 78%. Ouais. Bon, ben, voyez, c'est encore plus que ce que je pensais. Donc, ça va être un vrai questionnement. Si on veut faire une Europe de la défense, comme le souhaite notamment Emmanuel Macron, il faudrait peut-être aussi commencer à acheter européen. Les pays européens qui n'ont pas, eux, d'usines de production d'armement, achètent quand même européens, notamment français ou britanniques ou italiens, par exemple. On a vu passer tout à l'heure derrière vous le Premier ministre grec. On nous dit à La Haye que l'intervention d'Emmanuel Macron, peut-être ce micro tendu, est imminente, cette intervention du président français. La France, donc, qui était à un petit peu plus de 2%. Ses voisins ont déjà annoncé des hausses conséquentes de leur budget militaire. L'Allemagne prévoit 3,5% sans échéance. Londres, 5%. 2032, 2035, c'est un objectif atteignable. Vous nous disiez tout à l'heure que ce sont des efforts considérables. Oui. Ah oui, ce sont des efforts absolument gigantesques. Plusieurs centaines de milliards d'euros. Par exemple, je crois qu'il y a une estimation, je crois que le budget actuel de la défense en France, c'est à peu près entre 65 et 70 milliards d'euros par an. Là, si on passait à 5%, on serait aux alentours de 170 milliards. Donc vous voyez, c'est plus qu'un doublement. Donc c'est un effort énorme, ça coûte extrêmement cher. À quel rythme tout cela va se faire ? Est-ce que ça se fera vraiment jusqu'au bout ? Voilà. Alors, ce qui peut être un aiguillon, c'est que certains services de renseignement, alors plutôt en Europe de l'Est, c'est vrai, estiment que la Russie pourrait menacer très directement un des pays de l'OTAN, forcément sur sa frontière Est, un des pays baltes ou la Pologne, d'ici 3 à 5 ans. Donc ça peut évidemment motiver les pays à augmenter leurs efforts de défense dans un contexte où les Américains font clairement comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça à tout payer. On nous dit que le Premier ministre grec est en train de s'exprimer en ce moment même. Vous n'avez pas l'image à l'antenne. Juste après le Premier ministre grec, ce sera au tour du président français Emmanuel Macron. Ce sommet, donc, il est sur un format ultra réduit. On parlait justement de ces achats, cette industrie de défense. On sait qu'Emmanuel Macron a appelé de ses vœux plusieurs fois à ce que l'économie française passe en économie de guerre. Bon, c'est peut-être parfois une expression, c'est ce que nous disait tout à l'heure notre invité.
Pour cela, il faut qu'il y ait des commandes d'État. Il faut que l'État remplisse les carnets de commandes de ses entreprises. Ça commence par là. Oui. Alors, il y a quand même déjà eu des commandes d'État en augmentation sur les canons César, les munitions. Donc, ça a augmenté. Effectivement, l'expression économie de guerre est sans doute... très exagéré, parce que on n'y est pas encore. Une économie de guerre, c'est comme la Russie, par exemple. Mais l'effort est là. Il n'est pas suffisant. Les autres économies européennes, c'est un peu pareil, sauf l'Allemagne, qui veut faire un énorme effort, la Grande-Bretagne, et d'autres qui ont déjà commencé à faire un effort considérable. On pense évidemment à la Pologne, qui est au-delà de 3,5%, qui devrait frôler très rapidement les 5%, et évidemment les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, parce que eux se sentent très directement, très physiquement, très géographiquement concernés par une éventuelle velléité agressive de la Russie. Merci Bruno.